exemple, vous avez déjà un petit aperçu hier. En fait, on utilise notamment le théâtre pour stimuler l'esprit d'initiative en économie sociale et solidaire et aussi en économie contributive. Donc l'idée, c'est de mettre en action finalement des personnes jeunes, moins jeunes, qui ont des idées ou qui sont déjà dans un projet un peu abouti mais qui veulent se mettre en action autour de ces valeurs-là. On fait aussi de la formation, donc en présentiel et en e-learning, autour de ces questions d'économie sociale et solidaire, d'outils de travail collaboratif, etc. Et donc nous sommes engagés dans les RMB depuis plus de 3 ans. Et les 6 premiers mois justement de notre engagement au sein des RMB comme bénévole a été un cadre superbe pour justement développer notre activité au sein de différents événements. Moi j'ai une affection particulière pour le groupe des jeunes, la Project Place, que je suis. Et cette année, Ocarina a été sollicité pour organiser le Side Event qui a eu lieu le 25 novembre, donc la veille du lancement officiel des RMB. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en fait, ce side event, c'était vu aussi comme un genre d'accélérateur de projet pour permettre à des jeunes entrepreneurs qui venaient donc participer à ces rencontres du Mont Blanc de s'entraîner à pitcher leur projet, à se présenter, à être à l'aise du coup en public, mais aussi d'apprendre à se connaître à la fois eux-mêmes et les autres. Pourquoi eux-mêmes? Parce qu'en fait, on a utilisé donc le théâtre du geste et des jeux de rôle pour faire connaissance. Et donc ça permet aussi de se découvrir autrement et donc de se préparer, d'être prêt à se connecter avec tous les professionnels qui étaient présents et qui sont toujours présents pendant ces 3 jours. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus, je vais tout de suite laisser la place au pitch. Donc le premier projet qui va être présenté, c'est Europe Tomorrow, et c'est donc Malo, Boris et Florian qui vont nous présenter ce projet. Voilà. Bonjour à tous, merci Marion, merci à tous. Florian, Malo et Boris, et donc on vous présente le projet Europe Tomorrow. Nous sommes des entrepreneurs sociaux venant de France, mais on a décidé de changer d'échelle et à s'attaquer à une dimension européenne. Donc Florian, je te laisse. Okay. Je vais essayer de faire fonctionner la présentation. Parfait, merci. Ok, donc ça s'appelle Europe Tomorrow. Et oui, en effet, plutôt que de réinventer l'eau chaude, on a décidé de partir faire un tour d'Europe à la recherche de toutes ces innovations sociales. Et l'idée est de les faire changer d'échelle. Parce qu'on... Ah oui, peut-être la slide suivante. Les faire changer d'échelle, voilà. Parce qu'on pense vraiment qu'on peut réenchanter l'Europe et que l'Europe peut être un modèle de coopération entre les peuples. Voilà. Alors, on a choisi le terme innovation sociale parce qu'il nous semblait déjà plus inclusif. Et quand on parle d'innovation sociale, on entend bien entendu le champ de l'économie sociale et solidaire. Les acteurs dits entreprises sociales, qui sont selon les personnes inclus dans le champ de l'économie sociale et solidaire ou pas, et également les institutions publiques qui font également preuve d'innovation sociale. Et ces innovations sont présentes dans une douzaine de secteurs, comme vous pouvez le voir. Donc il y a santé, environnement, énergie, mobilité, habitat, etc. C'est globalement tous les champs de la vie en société. Et on a choisi ces secteurs pour plusieurs raisons, notamment pour montrer que l'innovation sociale est présente dans l'ensemble des secteurs. Et par exemple, pour faire du plaidoyer au niveau européen, c'est intéressant de montrer que c'est aussi dans l'agriculture, dans l'habitat ou dans l'énergie. Et également pour montrer qu'avec l'ensemble de ces innovations, on peut construire un nouveau modèle de société. Voilà. Donc, pour résumer, on a rencontré plein d'innovations, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque thématique que Boris vient de dénoncer, on a en fait essayé de mapper. Pour chaque thématique, on a essayé de mapper en fait toutes les étapes de la chaîne de valeur. Donc je vais prendre l'exemple de l'agriculture, c'est-à-dire que pour l'agriculture, on a mappé une initiative sur l'identification de graines organiques, une sur la production, donc avec l'agroécologie, l'agroforesterie, une sur la distribution, donc les circuits courts, aussi bien les AMAP que la ruche Kiliwi pour ceux qui connaissent, et aussi sur la consommation, donc sur la diminution des déchets, etc. Et voilà.
Donc voilà le Tour d'Europe qui se termine en point d'orgue au RMB. Donc on a commencé en mars, on a fait l'Espagne, le Portugal, on est remonté au Royaume-Uni, Pays-Bas, Danemark, on est remonté ensuite dans les pays du Nord, Norvège, Suède, Finlande, les pays baltes, on a redescendu les pays de l'Est, on est arrivé en Grèce, en Italie, et donc voilà, on est au RMB. Et on a fait plus de 25 000 km en train, en bateau, à pied, en vélo aussi. Et on a exploré 45 villes, beaucoup de grandes capitales, grâce à un réseau de partenaires comme Ashoka, Impact Hub, WeShare, Make Sense aussi, Social Innovation Europe ou la Commission européenne. On a identifié un peu plus de 2000 initiatives. Et sur ces 2000 initiatives, on en a présélectionné un peu plus de 200. L'idée finale étant de sélectionner les 100 meilleurs qui sont complémentaires et qui respectent justement la chaîne de valeur dont parlait Malo tout à l'heure. Alors, bien entendu, on ne va pas vous parler des 200 innovations, sinon on serait encore là pendant l'heure du repas. On a décidé de se focuser sur 6 innovations qui correspondent à la thématique d'aujourd'hui, à savoir les villes et les territoires, et notamment dans un contexte de réchauffement climatique. Donc, la première, c'est Los Angeles. Donc la première, c'est Loussangoël, donc c'est une petite ville dans le nord de la France. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est anciennement un grand bassin minier, mais suite à la fermeture des mines, ils ont décidé de passer, d'élancer une transition aussi bien au niveau énergie. Donc il faut savoir que c'est un laboratoire d'énergie renouvelable, mais aussi sur l'éco-construction et sur la démocratie participative. Donc la deuxième se situe en Espagne, plus précisément dans la ville de Barcelone. C'est un exemple assez intéressant de réappropriation citoyenne des nouvelles technologies, puisqu'en fait la municipalité dans les années 80 a décidé de transformer l'ancien quartier de Poblenou, qui était un quartier très pauvre, en un cluster de nouvelles technologies. Et puis ils se sont rendus compte que les citoyens ne s'appropriaient pas ces nouvelles technologies. Donc ils ont commencé à essaimer des Fab Labs, c'est des laboratoires de fabrication, avec des imprimantes 3D, tous les outils de menuiserie, etc. Partout dans la ville, donc il y en a plus d'une quarantaine. Et celui qui nous a semblé très intéressant, c'est le BioFab Lab, près de Barcelone, qui en fait passe d'un modèle dit PITO, donc Product In, Trash Out. Donc c'est l'idée d'utiliser les ressources très loin et de les gaspiller, à un modèle dit DIDO, où on utilise des ressources très locales en utilisant la connaissance universelle, enfin la connaissance présente partout dans le monde. Et en fait, grâce à ça, ils développent une autonomie d'un point de vue énergétique, alimentaire, notamment avec une forêt comestible et des jardins en permaculture, et également industriel, avec plein de procédés liés à leur Fab Lab. Un autre modèle écossais, c'est Findorn. Et Findorn, c'est le siège de Global Eco Village Network. C'est aussi le plus vieil éco-village d'Europe et c'est l'un des plus grands. Pour faire court, c'est un vrai modèle de village éco-conçu. Donc Findorn, c'est l'exemple réussi de villages dans des zones rurales qui diminuent leur empreinte carbone. BZ, c'est plutôt l'exemple situé en milieu urbain, puisqu'il se situe dans l'agglomération de Londres, dans une zone très densément peuplée. Et c'est un exemple réussi d'un point de vue économique, social, puisque ces 200 foyers issus de mouvements, issus de cultures diverses et d'une grande mixité, et en fait ils sont réussis en 10 ans à diminuer l'empreinte carbone par 2 en utilisant des bâtiments éco-conçus évidemment, de l'agriculture en circuit court et plein de processus écologiques, et ils sont en train de se dupliquer un peu partout dans le monde. Du coup, après les villages, les quartiers, moi je vais vous parler d'une île, une île qui est à 100%, enfin totalement autonome en énergie renouvelable. Et en fait, ce qui est très intéressant sur cette île, c'est que les premières, la réappropriation de l'énergie, a été élancée par les citoyens. En fait, tous les habitants de l'île, enfin pas tous, mais une grande partie des habitants de l'île, ont financé ensemble 4 éoliennes qui ont permis
permis de lancer le début de l'autonomisation en énergie renouvelable. Et depuis, en fait, via l'argent généré via ces éoliennes, elles ont permis, de financer des éoliennes offshore. Et aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup d'initiatives qui sont présentes avec vraiment un aspect environnemental très ancré. Et enfin, Transition Town, qui fait face à l'épuisement des ressources fossiles. C'est un réseau de villes en transition qui partagent les alternatives et les solutions. Et c'est encore moi. Non. Pardon. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour démocratiser ces innovations? Donc on a créé un site internet qui référence déjà plus de 200 innovations qui sont catégorisées selon les thématiques. On va aussi entreprendre de faire un MOOC qui a pour objectif de sensibiliser aux problématiques actuelles, et aussi une application qui a pour but d'éduquer les jeunes générations aux solutions existantes et possibles. Donc pour faire tout ça, on a aussi été financé par des grandes entreprises et des fondations de grandes entreprises. Et l'idée, c'est de faire un matching entre ces entreprises et les initiatives qu'on rencontre localement. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on fait un travail de plaidoyer auprès de nos partenaires de la Commission européenne, du Parlement européen. Et puis, on va créer l'année prochaine un award pour récompenser justement ces meilleures initiatives. Alors peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, le MOOC, c'est Massive Open Online Courses, je précise. C'est en fait des cours en ligne ouverts à tous sur le numérique. Voilà. Et alors, en troisième étape, suite à l'engouement suscité par notre tour, il y a plusieurs communautés qui nous ont contactés sur différents continents, et notamment en Amérique latine. Donc l'idée, c'est de dupliquer Europe Tomorrow, faire Latam Tomorrow ou Asia Tomorrow, pour identifier les meilleures innovations sur les autres continents et faire des expérimentations. Donc c'est la slide suivante, voilà, parfait, merci. Et alors l'idée avec l'ensemble de ces innovations, c'est évidemment de construire un nouveau modèle de société. Et pour ça, on veut créer des preuves de concept, donc créer sur un territoire donné, ça peut être à l'échelle d'un quartier ou d'un village, une nouvelle forme de société avec l'ensemble de ces innovations, que ce soit lié aux énergies renouvelables, à la dimension sociale, à l'agriculture durable, ou encore toutes les innovations qu'on a découvertes. Et ça, ce sera plutôt en temps 2. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Du coup, comme d'habitude, on est serré niveau timing, donc je passe tout de suite la parole à Sarah qui va nous présenter Dream in Tunisia. Bonjour ou rebonjour à tous et à toutes. Alors, Dream in Tunisia, ça part d'abord de l'histoire de deux personnes, Sarah et Myriam, donc moi-même et ma sœur. Je suis née à Paris. Je suis franco-tunisienne, ma mère est française, mon père est tunisien. J'ai la chance d'avoir deux cultures et d'avoir deux visions du monde. Et à l'âge de 9 ans, j'ai découvert la Tunisie. J'ai découvert le village de mes grands-parents et ça c'est ma sœur. Et j'ai découvert que j'avais le pouvoir de changer les choses, d'améliorer la vie d'autres personnes. C'est comme ça que j'ai décidé, donc avec ma sœur et avec le soutien des gens de ma famille et des gens autour de moi, de créer une association. Ça a commencé par des actions très simples. C'était aller chaque été en Tunisie, faire des ateliers un peu comme des scouts. Et puis, on s'est un peu professionnalisé. En 2007, avec le soutien du village dans lequel on était, on a fait venir d'abord un semi-remorque. On a fait venir plus de 300 000 livres, plus de 500 ordinateurs, des jouets. Et on a aménagé le Fortin de la Connaissance, un centre dédié aux enfants et aux femmes de ce village, pour leur permettre de rêver, pour leur apprendre à rêver et leur apprendre qu'ils avaient le droit aux opportunités et le droit de réaliser leurs rêves. Alors évidemment, les choses n'ont pas toujours été faciles. On en a bavé.
On a fait le tour de la Tunisie, de Ain Dram à Tataouine, avec notre petit camion 8 places. Alors on est allé dans les zones rurales, complètement paumées, dans le sable. On a souvent dû pousser le camion comme ça. Mais j'ai beaucoup appris personnellement en tant qu'adolescente. Et c'est cette expérience qui m'a convaincue que j'avais le pouvoir d'agir au sein de ma communauté. Alors évidemment, quand je vous dis, il y a eu beaucoup de problèmes. Donc après ça, dans la Tunisie sous Ben Ali, c'était pas forcément très bien vu. Donc notre trésorier a passé 7 mois en prison. Ça fait partie des difficultés. Personnellement, moi, ça m'avait un peu dégoûtée. La révolution est arrivée en 2011, comme vous le savez, et ça coïncidait à peu près avec la fin de mes études à Paris. Et ce nouvel espoir qui a surgi m'a redonné l'envie. Et d'abord au sein de ma communauté, avec les femmes du village de Birsal, du village de mes grands-parents, on a réfléchi, maintenant qu'on avait la liberté, qu'est-ce qu'on pouvait faire justement pour réaliser nos rêves? Et on s'est lancé sur le programme Acacias for All, un programme de lutte contre la désertification. En Tunisie, 70%, 2 tiers des terres sont en train de se transformer en désert. Imaginez, ça veut dire que 2 tiers de la Tunisie, plus de 2 tiers de la population sont en train de voir leur environnement se dégrader et personne ne fait rien. Mais ce n'est pas seulement la désertification le problème. Le problème, c'est que avec l'avancée du désert, c'est la biodiversité qui disparaît. C'est les récoltes qui s'amenuisent et c'est la pauvreté qui augmente. Et avec la pauvreté, la délinquance, l'extrémisme et j'en passe. Donc, nous, on a décidé de s'attaquer à tous ces problèmes en même temps. Et voilà, on a commencé par planter 1000 arbres en 2012, grâce à un soutien de crowdfunding de 3 000 €. Et puis, on a fait notre petit chemin. La Fondation Orange nous a soutenus. Et donc, à côté de ce programme de lutte contre la désertification, on a lancé le Fortin de la Connaissance. Donc, ce club que j'avais créé avec les gens de cette communauté, bien avant, on l'a rénové, on l'a agrandi, on a créé un club pour les jeunes, un club pour les femmes et un club pour les entrepreneurs. Un espace de service qui permet à ces gens d'accéder aux opportunités dont ils ont besoin pour s'auto-développer. On a mis en place des formations pour les agriculteurs en agriculture biologique et bientôt, on espère, en permaculture. On a mobilisé une équipe. Aujourd'hui, on a 24 personnes qui travaillent avec nous et qui plantent des arbres, comme nous, pour produire ce que vous voyez derrière moi. Des produits, de l'huile d'olive, du miel, des produits à base de miel, des tapis et beaucoup d'autres choses qui sont les produits des femmes et des jeunes avec lesquels on travaille aujourd'hui dans le village de Birsal, mais aussi dans toute une délégation, la délégation de Hensha qui compte plus de 120 000 habitants. Alors, du coup, ça donne un truc comme ça. Ça a l'air très compliqué. Mais en fait, c'est très simple. On s'attaque à toutes les phases, tous les problèmes d'un village, avec comme objectif de répliquer et de s'agrandir pour répondre aux problèmes en général de tous les villages de Tunisie. Donc on a d'un côté un programme, c'est 1 million d'arbres d'ici 2018, 1 million d'arbres à planter, une partie avec les agriculteurs, donc à la fois pour lutter contre la désertification et en même temps pour leur offrir l'opportunité d'augmenter leur récolte et leurs revenus. Une partie avec les écoles et les collèges dans le cadre d'un programme de création de jardins partagés pour sensibiliser les plus jeunes à l'environnement et à la conscience écologique et à la citoyenneté. Et le programme Acacias for All, qui vient en fait, qui est un programme de branding pour commercialiser tous les produits de ces arbres. Et à côté, parce qu'on pense que l'environnement c'est essentiel, mais il faut aussi apporter un soutien
maintenant à ces populations rurales qui en ont désespérément besoin. On a mis en place un programme de coopérative pour les femmes artisanes, un programme de garderie préscolaire pour les enfants, donc de moins de 5 ans, pour que ces femmes-là puissent elles aussi travailler et ne soient pas bloquées à la maison, et un programme qui s'appelle la Leadership Academy, qui est une garderie scolaire, puisque nos enfants finissent l'école à midi, donc de midi à 16h, ils peuvent venir au sein de notre espace pour s'éveiller, apprendre et devenir ambitieux, avoir osé rêver qu'ils peuvent eux aussi, comme moi je l'ai fait, avoir une action positive sur leur communauté. Donc hop, et puis on a un think tank qui s'appelle Tunisie Climat, puisque finalement tout ce qu'on fait aussi c'est en lien avec le changement climatique, la désertification. Hop, voilà. Donc nous notre devise c'est simple, keep calm and dream in Tunisia. Voilà. Merci. Merci beaucoup Sarah. Je passe la parole maintenant à Elena qui va nous présenter le projet. Donc, il faut savoir qu'ils ont gagné le hackathon qui a eu lieu en septembre à Milan sur la thématique de la malnutrition. Voilà. Thank you, Marion, for the introduction. We are Marlborough. Merci beaucoup pour cette introduction. Notre nom, c'est Mile Bread. Il s'agit de vous apporter du pain frais chez vous. C'est un projet qui a vu le jour à Milan et il s'agit là du résultat d'une constatation. Si l'on considère le nombre de concurrents industriels, chaque année, en Allemagne, entre 300 et 500 boulangeries ferment leurs portes. Je sais que vous avez tous des vies extrêmement actives et vous comprenez bien les raisons de ce phénomène. Mais voici quelques faits. Pourquoi ces changements dans les habitudes des consommateurs? Vous savez que les supermarchés attirent de plus en plus de personnes, notamment les boulangeries des supermarchés, avec des horaires beaucoup plus flexibles, des prix attrayants, et c'est un mode de consommation beaucoup plus pratique que si vous allez voir votre boulangerie du coin. Et cela se traduit par un certain nombre de conséquences pour les boulangeries locales et pour la santé des consommateurs. Voici les conséquences qui sont induites par ces mutations. Tout d'abord, la valeur nutritionnelle du pain industriel est complètement différente et cela met en péril la santé des consommateurs. Deuxièmement, l'impact sur l'environnement de la grande distribution et de la production industrielle. Vous savez que l'empreinte est beaucoup plus importante que celle des petites boulangeries. Et enfin, et non des moindres, la production industrielle est souvent délocalisée et l'on supprime des emplois au sein de l'économie locale. Et enfin, il y a différentes variétés artisanales de pain qui traduisent un long héritage, une longue tradition de boulanger. Et vous savez que cette tradition n'est pas forcément respectée dans les grandes surfaces. Ainsi, notre mission, c'est de permettre aux consommateurs de faire l'expérience du vrai pain traditionnel tous les jours, tout en aidant la communauté et les populations locales. Comment faire? Il s'agit là d'un système participatif qui permet d'amener ces pains aux consommateurs et ce de manière pérenne, tout en renforçant, donnant le pouvoir aux communautés locales. Quels sont les principaux acteurs? D'abord, les boulangeries, bien entendu, qui sont sélectionnées en fonction d'un système d'assurance qualité qui s'attache à s'assurer de l'utilisation d'ingrédients de qualité qui proviennent des marchés locaux pour conférer au pain toutes les valeurs nutritionnelles dont nous avons besoin. Ensuite, les utilisateurs, les consommateurs sont des consommateurs de pain qui ont effectivement cet état d'esprit respectueux des valeurs sociales et environnementales ou qui ont des besoins de santé qui ne leur permettent pas d'aller acheter le pain chez le boulanger tous les jours. Et ensuite, nous avons un vecteur très important, à savoir un système
de livraison par vélo et cela donne des opportunités de travail à des étudiants ou à des chômeurs. Et bien entendu, nous avons ici un certain nombre de solutions, notamment une application qui permet de mettre en relation ces différents acteurs. Donc vous avez cette application avec une plateforme en ligne avec 3 profils. Donc le boulanger, le consommateur et ensuite le cycliste. Ainsi, le boulanger peut savoir en temps réel quelles ont été les commandes qui ont été passées pour planifier la production, savoir qu'est-ce qu'il faut préparer et pour qui et pour quand. Ensuite, vous avez le consommateur qui peut commander en temps réel où qu'il soit et planifier la livraison quand il le souhaite et où il le souhaite grâce à ce réseau de cyclistes, de livreurs à vélo qui savent exactement quand ils doivent envoyer ou amener le pain grâce à cette application. Alors, maintenant, notre système crée de la valeur, notamment pour l'économie locale, pour le territoire local, et ce de différentes manières. Tout d'abord, en créant de l'emploi au niveau local. Comme je l'ai mentionné, nous essayons d'impliquer les étudiants et les chômeurs afin de leur proposer des emplois souples. Un autre objectif de notre projet, c'est de promouvoir la profession de boulanger afin de perpétuer un savoir-faire et aider les jeunes qui souhaitent se lancer dans cette profession. Ensuite, nous appuyons également l'économie locale, notamment en générant des richesses pour les petites boulangeries et également les fournisseurs de matières premières. Nous avons également pour vocation d'améliorer la santé des personnes, notamment par une sensibilisation aux valeurs nutritionnelles du pain traditionnel frais. Et enfin, et non des moindres, notre système de livraison à domicile n'émet pas de carbone. Donc il s'agit là d'un système durable avec de très faibles émissions de carbone. Et là encore, nous avons un système qui est 100% propre. Donc, voilà comment fonctionne le système et comment le système se finance avec un système de commission. Donc, à partir de commandes ponctuelles, mais également avec un système d'abonnement proposé aux consommateurs qui peuvent souscrire grâce à cette application. Donc, vous pouvez notamment, en tant que boulanger, vous acquitter d'un abonnement pour promouvoir vos activités. Vous pouvez notamment proposer des produits qui sont labellisés avec votre propre nom, avec le nom de votre boulangerie, et nous nous occupons également de la promotion de ce pain au sein de la communauté. Pour vous donner une idée du potentiel de ce projet et de la manière dont nous pouvons réellement créer une valeur ajoutée pour l'économie locale, voilà le marché du pain en Allemagne par an. Donc ce marché allemand pèse 13 milliards d'euros par an. Donc imaginez que cela implique énormément de production industrielle. Donc vous avez là énormément d'opportunités pour promouvoir le rôle joué par les petites boulangeries locales. Maintenant, quelle est la voie de l'avenir? Quelles sont les prochaines étapes? Et que faisons-nous aujourd'hui? Le produit n'a pas encore été lancé, donc nous en sommes aux phases initiales. Nous sommes en train de réaliser une étude de marché sur le premier territoire que nous avons sélectionné, à savoir l'Allemagne. Et nous recherchons des partenariats avec des associations locales qui connaissent parfaitement le marché et qui peuvent nous aider à nous lancer sur ce marché. La première étape sera de tester notre prototype. L'objectif de notre projet, même si nous commençons avec le marché allemand, c'est d'évoluer, car le même principe peut s'appliquer dans le monde entier. Et nous sommes d'ores et déjà en train d'étudier d'autres marchés européens, mais nous avons également une ambition internationale. Comment concrétiser tout cela? Grâce à cette équipe magnifique
Nous sommes complémentaires, nous avons des profils différents et cela nous permettra d'évoluer et de franchir les différents jalons. Donc moi je suis Elena, Lorenzo, Danielo. Et comme Marion l'a indiqué, nous sommes là grâce à un hackathon qui a eu lieu en septembre et grâce au LAP Group qui nous a fourni son soutien. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous pour ces magnifiques projets. Je tenais juste à vous dire qu'à 19h, on compte se réunir avec les personnes impliquées dans le groupe des jeunes pour justement voir la suite, discuter ensemble des prochaines étapes de ce groupe-là. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus ou de faire partie de ce groupe-là, n'hésitez pas. Je passe maintenant la parole à Marine qui va présenter très brièvement, parce que je sais qu'on est très en retard, les ateliers qui suivent. Merci beaucoup. Je ne vais pas vous parler d'un projet de l'ESS pour les jeunes. Je vais vous parler d'un projet par les jeunes, pour les jeunes, aujourd'hui et demain. Pourquoi ? Parce que comme l'a répété un petit peu plus tôt Thierry Jantet, si demain on veut construire des territoires plus justes avec une économie qui va avec, il faut que ça passe par les jeunes, qu'on les implique, qu'on les forme et qu'on les sensibilise. Et donc comment on implique les jeunes ? Il ne suffit pas de les faire participer à la réflexion, il faut leur donner envie. Comment on donne envie ? Il y a 3 ans, je me suis impliquée dans un mouvement global qui s'appelle Make Sense. Aujourd'hui, on a impliqué plus de 20 000 bénévoles entre 18 et 35 ans pour résoudre les problématiques sociales et environnementales de leur territoire. Alors comment on fait ça ? On les implique avec des méthodologies qui prennent leur sens dans le sens, l'action et l'enthousiasme. On vous invite aujourd'hui à expérimenter ces méthodologies dans des ateliers qu'on appelle des hold-up. Tous ensemble, on va jouer les Robins des Bois de l'ESS, voler vos idées et les donner à des entrepreneurs sociaux comme Sarah. Et donc on vous invite à nous rejoindre dans la salle Bourrite pour 2 ateliers en anglais et dans la marketplace pour un atelier en français. En français, ce sera pour l'atelier Acacia for All et on va travailler sur l'identité de marque des prochains produits de Acacia for All. Dans la salle Bourrite, on aura 2 ateliers. Un pour le projet Empower et il s'agira de créer une activité pour inciter les jeunes à eux-mêmes créer des outils pour lutter pour l'égalité homme-femme. Et enfin, le projet de Side City où il s'agit de créer un fonds d'investissement. Merci à tous et rendez-vous dans les ateliers.